Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ça fait 8000 ans, oui en tout cas ça fait 8000 ans qu'on n'a pas fait une vidéo qui ne soit pas une review livre ou une FAQ. Ça se fête, c'est la renaissance de la chaîne, tout simplement, c'est incroyable. Alors aujourd'hui, la vidéo m'a été inspirée par une requête, une question qui m'a été posée par une abonnée sur Instagram qui m'avait demandé à l'occasion d'un sticker de questions quelles étaient les choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la sorcellerie. Le gros problème, c'est que je n'ai aucun souvenir d'avant m'être lancée dans la sorcellerie. Alors je sais que des fois, il y a pas mal de gens qui croient que je yoyote un petit peu ou que je dis n'importe quoi dans ce sujet-là. Mais je vous garantis que c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours eu et qui a toujours été plus ou moins là. Du coup, je vais légèrement changer ta requête en les choses que j'aurais aimé savoir plus tôt, histoire de gagner un petit peu de temps et de m'éviter quelques écueils, même si les écueils, en fait, contribuent à nous construire. En tout cas, si j'avais une DeLorean et que je pouvais revenir dans le temps pour aller voir l'adolescente ou l'enfant que j'ai été, voilà les conseils que je lui donnerais. Conseil numéro 1, chose numéro 1 que j'aurais aimé savoir plus tôt. Dans le milieu ésotérique, ça attire à balles réelles. Vraiment. Alors, je fais partie des chanceux et des chanceuses qui n'en souffrent que très peu, puisque je suis très très peu la cible de la haine, des trolls, des déchargements de colère, des dramas, etc. Pour la simple et bonne raison que j'essaye de m'y impliquer le moins possible. Je fais très très peu, j'ai horreur de ça, je fais très peu de coups de gueule, je fais très peu de drama, je donne très rarement mon avis sur des sujets qui peuvent engager des choses un petit peu glissantes. Bref, j'essaye d'être aussi prudente, c'est quelque chose que je fais également dans la vie de tous les jours, je le fais pas que dans le milieu ESO, j'essaye en tout cas d'être prudente. Je garde à l'esprit peut-être l'un des meilleurs conseils que ma grand-mère m'a donné, qui m'a dit on a tous un trou du... On a tous de la même manière une opinion, et ben c'est pas une raison pour le montrer. Donc après, j'essaye en tout cas de cultiver sur tous les réseaux sur lesquels je suis un espace relativement sain et dénué de tous ces dramas. Je sais pas si vous connaissez cette astuce, c'est quelque chose que j'avais vu il y a assez longtemps sur les réseaux. Il y avait une vidéo qui tournait en boucle d'un mec qui avait trouvé une parade pour faire cesser les bagarres dans le métro et les déchargements de haine. C'était un New-Yorkais, hein, il était sur une ligne qui était particulièrement connue pour la violence qui pouvait s'y dérouler entre passagers. Et au lieu d'intervenir directement et de se prendre des coups, il avait fait un test, il avait pris le pli de se mettre en plein milieu du conflit entre les deux personnes qui étaient en pleine rixe et de manger des bonbons ou des chips ou en tout cas quelque chose au milieu de la bagarre. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, le fait d'avoir quelqu'un qui était posé en plein milieu du conflit et qui était en train de manger sans regarder personne ni rien dire, désamorcer illico la bagarre. Donc j'aimerais, en tout cas j'essaye d'être cette personne-là sur les milieux ésotériques, d'être le mec qui vient manger des chips au milieu des bagarres de métro. Alors je ne mange pas de bonbons parce que je suis végétarienne et j'aime pas les chips, bah du coup moi je vais manger des radis. Voilà, c'est bon les radis. Comme je vous le disais, moi j'ai pas été la cible de haine, j'ai pas été la cible de drama, de choses comme ça, grâce à cette attitude-là. Par contre, j'ai eu beaucoup de profiteurs. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus prendre ce qu'ils avaient à prendre, qui m'ont posé plein de questions, à qui j'ai donné beaucoup de temps, que ce soit par mail, que ce soit dans la vraie vie d'ailleurs, que ce soit avec les gens sur les réseaux ou avec les gens dans la vie. J'ai donné beaucoup assez naïvement. Et la plupart du temps, les gens ont juste pris ce qu'ils avaient à prendre avant de se barrer, voire carrément de me renier. Et ça fait pas plaisir, on est bien d'accord. Donc maintenant, je fais attention, c'est la raison pour laquelle aussi je suis de plus en plus prudente et que je me lie de moins en moins facilement également, tant sur les réseaux que dans la vraie vie. Cela dit, j'ai beau être prudente, récemment, il vient de m'arriver exactement cette chose-là, quelqu'un qui a beaucoup pompé et qui a décidé de faire comme si finalement je n'existais pas. Voilà, c'était un plaisir. Donc ouais, si je revenais en arrière, je dirais à ma petite moi, prends un gilet pare-balles quand même avant d'y aller, et des radis, parce que ça peut servir. Puis c'est bon les radis. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt,
Un grimoire de 5 kilos, ce n'est pas une bonne idée. Non, c'est pas du tout une bonne idée. Alors, je suis de la génération de Charmed. Je suis née dans les années 80, j'ai passé mon enfance et une partie de mon adolescence dans les années 90, début des années 2000. Du coup, forcément, j'ai été biberonnée au livre des ombres de Charmed, à l'énorme grimoire posé sur un lutrin magnifique dans un grenier. Et forcément, quand est venu le temps des rires et des chants et de faire un grimoire, d'avoir un grimoire à moi, j'ai recherché cette chose-là. Je n'en ai pas trouvé dans le commerce puisque à l'époque, voilà, il n'y avait pas ce genre de choses. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et donc, du coup, j'en suis venue à demander à mon pauvre père de me fabriquer le grimoire de mes rêves, qui m'a coûté 17 balles, hein, mais qui a failli coûter la vie de mon papa probablement et pas mal de nerfs aussi. Hein. Je pense que s'il a frôlé le décès plusieurs fois, c'est pas très étonnant. Je ne vous expliquerai pas comment je l'ai fait. Parce que parce qu'il faut pas faire comme ça. Parce que mon grimoire, il est... Non, non, non. Alors, évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une énorme rame de papier format A3, donc. J'ai pris du papier en plus, je crois que c'était du 120 grammes à l'époque, pour être sûre que ma calligraphie ne passe pas au travers. Donc ça pèse lourd. Et avec le cuir de la couverture plus le métal des ornementations, etc. Donc mon grimoire pèse un petit peu plus de 5 kilos. C'est pas une bonne idée. Déjà, il est beaucoup trop gros. Alors, je précise, je ne suis pas grossophobe. Hein. J'aime gros. Il s'appelle gros, mon grimoire. Hein. Je l'aime de tout mon cœur. Vraiment, là, je m'en séparerai pour rien au monde. Cela dit, si je revenais en arrière, je ne le referais pas comme ça, parce qu'il est trop gros. C'est pas de sa faute, il est trop gros, il a mangé trop de savoir, il a mangé trop de pages, il est trop gros. Et dans un cercle, c'est pas possible, je me pète le dos, j'ai pas la place de l'ouvrir. Écrire dessus me demande une table. Je n'ai pas de table, je n'aime pas de table, je ne veux pas les tables, j'ai un comité contre les tables. Du coup, pour écrire dessus, c'est une catastrophe, je suis obligée de pousser des trucs sur mon bureau, de tout enlever. Non. Petite moi, s'il te plaît, sois raisonnable, ne prends pas un grimoire de 5 kilos, arrête. Charmed, c'est très bien parce que c'est à la télé et qu'elles ont un grenier et un lutrin. Tu n'as pas de grenier, tu n'as pas de lutrin. Ne prends pas un grimoire de 5 kilos, s'il te plaît. S'il te plaît. Dodu suffit largement. Dodu, c'est mon livre des ombres. Je ne suis vraiment pas grossophobe, promis, au contraire. Chose numéro 3 que j'aurais aimé savoir, note tes sources, s'il te plaît. Voilà, ça c'est une chose que j'ai pas faite pendant très longtemps. C'est-à-dire que j'ai fait des recherches, je suis une bête à recherche, j'adore ça. Compiler des bouquins, faire des recherches, noter des trucs, faire des synthèses, c'est mon dada. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé quand j'étais en 6e, 5e, quelque chose comme ça. J'allais à la bibliothèque tous les samedis après-midi. Oui, j'ai eu une vie extraordinaire dans mon adolescence. Voilà, il y avait des gamins qui allaient en boîte. Moi, j'allais à la bibliothèque municipale. Et je compilais des trucs. Sur les bouquins. Voilà. C'est quelque chose que j'ai longtemps continué. Seulement, la petite moi compilait des trucs sur les bouquins et ne notait pas de quel bouquin ça venait. Et du coup, je me retrouve aujourd'hui, j'ai 5 classeurs de recherche. Il y a une bonne moitié de ces recherches qui n'est pas sourcée. Alors j'ai réussi à retrouver certaines sources, mais ça m'a demandé du coup de refaire le double de travail et il y a plein de choses dont je n'ai pas les sources. Ma fameuse habitude de laisser les bougies à la pleine lune à Imolc, je ne sais pas d'où elle vient. Je ne le sais pas. C'est un des trucs les plus importants dans ma pratique et je ne sais pas où j'ai pêché ça. Je ne l'ai jamais retrouvé. Si jamais vous avez trouvé une source de ça, par pitié, les commentaires sont là pour ça, vous allez sauver 36 ans de recherche. Bref. Pourquoi c'est important de noter ses sources? Déjà pour soi, parce que de savoir où on a cherché, de savoir quel livre on a lu, c'est toujours intéressant. Et puis surtout, quand on a besoin de vérifier la véracité de certaines sources, eh bien c'est bien de les croiser. Et pour les croiser, il faut les avoir, ces sources, sinon on ne peut pas les croiser. Et c'est surtout bien quand on est comme moi et qu'on a décidé de faire du partage de connaissances son métier. Et quand on n'a pas les sources, on ne peut pas le faire. Alors je sais qu'il y a des gens que ça ne dérange pas, hein. Il y a des gens qui partagent, qui écrivent des bouquins, qui ne mettent pas une seule source. On y va, j'ai tout inventé, c'est parfait. Mais voilà, j'ai fait 50 facs, j'ai été
sous la houlette d'un directeur de recherche qui était extrêmement rigoureux. C'était probablement sa seule et unique qualité, mais c'était une grande qualité, on ne peut pas lui enlever ça. C'était quelqu'un d'extrêmement carré, bon, qui était une personne humaine abominable, mais qui était un chercheur émérite, qui m'a appris ça. D'ailleurs, je le remercie profondément, comme quoi même les pires rencontres peuvent donner des bonnes choses. Enfin, les pires rencontres, même les rencontres pas forcément positives, on va dire, peuvent donner des bonnes choses. Et c'est quelque chose que je fais du coup systématiquement depuis la fac. Sachant que la fac, j'avais 19 ans quand j'ai commencé vraiment à compiler ça. Donc tout avant, j'ai 19 ans de boulot non sourcé. Enfin, bon, disons que j'ai appris à lire, on va dire que j'ai commencé à 11 ans. Voilà, j'ai 10 ans de ressources que je ne peux réutiliser que pour moi et que je ne peux pas utiliser dans mon boulot, quoi. Et ça, c'est super dommage parce que ça fait du travail. Et en plus, pour l'intégrité personnelle, pour l'éthique, citer ses sources, c'est indispensable, quelles que soient les sources. Citez toujours, 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 toujours vos sources. Même si c'est que pour vous. Par pitié, faites-le. C'est important. On ne se construit jamais tout seul, c'est faux. Vous avez des gens qui vous disent « Ah oui, moi dans la sorcellerie, je me suis construite seule. » Bullshit, ce n'est pas vrai. On ne se construit pas tout seul. Non. On apprend forcément de quelque part, on va forcément chercher des informations quelque part, et de savoir d'où vient tout ça, où est ce quelque part, c'est fondamental pour progresser. Déjà parce que ça va vous aider à savoir où chercher, où aller plus loin, parce que quand on a une source fiable, on peut s'en servir pour faire boule de neige et pour regarder ses sources à elle et pour aller encore plus loin. Par exemple, je sais qu'il y a des auteurs en qui j'ai pleine confiance, donc quand je lis un bouquin d'eux qui ne me suffit pas, je vais regarder leur bibliographie et je sais que les bouquins qui seront cités en bibliographie, je vais pouvoir m'y fier les yeux fermés. En revanche, il y en a d'autres où je me dis c'est un peu limite, et ne serait-ce que d'aller voir dans la bibliographie, ça m'aide à éliminer des choses qui sont susceptibles de ne pas m'intéresser. Donc c'est toujours fondamental de citer les sources. Même Wikipédia cite ses sources. Par pitié, citez vos sources. Quatrième chose, la terre sur laquelle quelqu'un a marché, c'est un très bon témoin. Alors, ce qu'on appelle un témoin en magie, si jamais vous ne le savez pas, c'est un élément que l'on utilise pour représenter une personne. Un élément qui est généralement issu de sa propre personne, le plus souvent qui contient son code génétique, des cheveux, du sang, de la salive, des poils, des sécrétions corporelles, etc., etc., ou un objet qui lui a appartenu de manière très étroite. Ça peut être un vêtement qu'il ou elle a porté à même la peau, et longtemps, ça peut être un objet personnel, de la même façon qui a été porté, possédé très longtemps, un bijou, ça peut être également des informations, son nom complet, sa date de naissance, des anecdotes, une photographie, un échantillon d'écriture, bref, c'est des choses qui vont relier, en tout cas c'est un objet qui est très imprégné de l'énergie personnelle de quelqu'un et qui va permettre, en agissant sur cet objet, d'agir sur la personne à distance. Les témoins, c'est super utile quand on veut travailler en magie sur quelqu'un qui n'est pas présent. Soit que la personne soit loin, soit que la personne ne souhaite pas être là, soit que la personne ne sait pas que vous travaillez sur elle. Techniquement, ça, il vaut mieux éviter, mais ça peut arriver. Et j'ai passé des heures à essayer de récupérer des témoins sur des gens, à essayer de récupérer des cheveux, à essayer de récupérer des échantillons d'écriture, des infos, à prendre en photo, sans me faire gauler. Alors que la terre sur laquelle quelqu'un a marché, ça suffit, dans la plupart des cas. Voilà. Donc je me serais facilité tellement l'existence. Tellement. Cinquième conseil, qui sera celui-là un double conseil. Premier conseil, 5.1, sois plus attentive en cours de latin, s'il te plaît. Oui, c'est chiant, ok, c'est pénible, on est d'accord, les déclinaisons, oui, certes, mais ça te sera tellement utile après le latin, c'est tellement fondamental le latin. S'il te plaît, t'as la chance de faire latin, sois attentive en cours un minimum. Et 5.2, dans la même veine, pitié, prends allemand en LV2. Tiens tête à ta mère et prends allemand en LV2. Ne prends pas espagnol, ça ne te servira à rien du tout. Alors, je ne tacle pas l'espagnol. Simplement, moi, personnellement, dans ma pratique à moi, l'espagnol
Non, alors que l'allemand, j'en bouffe à longueur de temps depuis des années, je n'en peux plus de ne pas comprendre un broc d'allemand, enfin de comprendre des brocs par-ci par-là, c'est insupportable. C'est horrible. Toutes mes sources, je suis germano-scandinave dans l'essentiel de mon panthéon. Je vous laisse imaginer les sources francophones, c'est quasiment Copec. Il y a 3 bouquins qui se battent en duel. Enfin, techniquement, à 3, on se bat pas en duel, on se bat en triplette, mais bref, vous avez compris. Et je suis obligée de traduire, de faire traduire, de chercher des traductions obscures en anglais d'ouvrages allemands. C'est abominable, c'est abominable. Donc pitié, prends allemand LV2. Aujourd'hui, j'en suis arrivée à un point où je n'ai plus que 2 possibilités, prendre des cours ou épouser Jean Roger. Alors, si jamais vous n'avez pas suivi mes tribulations, Jean Roger, c'est un acteur qui a joué notamment dans Stranger Things et dans Game of Thrones, je crois. Coucou. Je ne me rappelle jamais de son nom. C'est pour ça que je l'ai appelé Jean Roger. Au départ, je l'ai appelé comme ça dans Stranger Things parce qu'on connaissait pas son nom. Et du coup, comme je me rappelle pas de son vrai nom, c'est un nom... Je sais qu'il a un prénom assez commun, genre John. Et par contre, il a un nom de famille très allemand. Genre Jürgen. Non, attendez, faut que je cherche, ça me perturbe. A few moments later. Tom Vlachia. John Jürgen, donc. Je suis abominable. Je me déteste. Franchement, je me déteste. Voilà, je me déteste. Il y a des gens dont je l'adore, j'arrive pas. C'est l'homme de ma vie, je ne sais pas je ne sais pas retenir son nom de famille. Comme Carrie Elwes, je n'y arrive pas. Ah bah si, du coup. Oh. Et il y a de l'espoir, Jean-Ro, accroche-toi. Bref. Toujours est-il que, voilà, bon, j'ai 2 choix. Prendre des cours ou épouser Jean-Ro. Bon, j'ai pris un abonnement Babel, du coup. Hein. Cela dit, Jean-Roger, si tu changes d'avis, appelle-moi. S'il passe par là, on sait pas. On sait pas. Après tout, Ryan Roxy a bien liké une de mes stories Instagram. Si vous savez pas qui est Ryan Roxy, c'est le guitariste d'Alice Cooper, espèce de bande d'incultes. Conseil numéro 6. Tu vas te planter. Tu vas tellement te planter. Tu vas faire plein d'erreurs. Plein. Bonne nouvelle, ce sont tes erreurs qui seront tes meilleurs professeurs. Même s'ils vont te latter à coups de règles. Et que ça va être d'une violence digne d'une bagarre dans le métro. Non, sans rire, c'est important de ne jamais renier ses erreurs. C'est la raison pour laquelle je laisse mes vieilles vidéos pourries en ligne sur YouTube et mes vieux articles de blog dégueulasses où je déclare effrontément que la chouette est mon animal totem. Spoiler alerte, Jocelyne, non, la chouette n'est pas ton animal totem. Tu n'as pas d'animal totem, tu n'es pas algonquine. Et si c'était le cas, cherche plutôt du côté de la pie ou de l'escargot plutôt que de la chouette-hulotte, soit logique un minimum. Mais c'est pas grave, vous savez quoi, c'est pas grave, c'est même précieux tout ça. Parce que c'est ce qui nous construit, c'est ce qui fait qu'on apprend. Un enfant, il apprend à marcher en se cassant la figure. S'il arrive à marcher du premier coup, c'est juste le fruit du hasard et il n'aura pas forcément compris la mécanique. Par contre, s'il met le pied gauche derrière le pied droit avant d'avancer le pied gauche, il va se casser la figure et il ne remettra plus jamais son pied gauche derrière son pied droit. Du coup, si on ne se trompe pas, si on renie ses erreurs, pire, si on s'arrête à une erreur, on n'avance plus. Les erreurs, c'est fondamental. C'est pas forcément très agréable, mais c'est comme ça qu'on avance. Trompez-vous et assumez. Ça va avec. Conseil numéro 7. Tu peux faire de la divination avec absolument tout. Les restes de ton porridge, les dessins qui se forment à la surface de tes crêpes, les cheveux qui tombent dans la baignoire, n'est-ce pas Marine, tes vieux dés de donjons et dragons, tes plaques minéralogiques, celles que tu vois sur l'autoroute. T'as pas besoin d'investir dans des instruments de divination. Cela dit, ça va pas t'empêcher d'acheter 26 747 tarots différents et de n'en utiliser que 3 et tes épluchures de concombre. C'est un concept. Mais il n'y a pas besoin d'investir. D'ailleurs, si jamais vous avez envie, je vous avais mis une liste juste par là de quelques divinations primitives qu'on pouvait faire sans avoir besoin de matos, donc c'est cadeau, allez-y. Conseil numéro 8, ou plutôt chose numéro 8, contrairement à ce que tu as l'air de penser, bébé moi, tu vas devenir matinal. Alors je sais que bébé moi, qui se levait à midi, 13h, voire plus tard,
me dirait si elle me voyait et si elle m'entendait dire ça. Jamais de la vie me lever avant 10 h, c'est de la torture. Mais si, je vous promis, à force de te lever avant l'aube pour récupérer la rosée de mai, pour récupérer ton eau lunaire, pour récupérer ta boule de cristal que tu as fait recharger, tes bougies que tu as laissées la nuit d'Imolc, te lever avant l'aube, ça va devenir une seconde nature. Et quand tu vas te réveiller à 7h15, tu vas te dire « Oh, je me suis oubliée, j'ai beaucoup trop dormi !» Par contre, tu te coucheras pas plus tôt. Non, tu vas juste réduire drastiquement ton temps de sommeil, parce qu'après tout, le sommeil, c'est pour les faibles, n'est-ce pas? Enfin, le dernier conseil numéro 9, fallait que j'enlève un doigt. Apprends à compter aussi, c'est un conseil bonus. Conseil numéro 9, l'eau est la meilleure des offrandes en nature. Dans la nature, je veux dire. J'ai passé toute ma vie à offrir plein de trucs dans la nature. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était une erreur. Quand on laisse des graines, les graines peuvent germer et peuvent impacter énormément la biodiversité. La nourriture qu'on laisse, qu'elle soit industrielle ou qu'elle soit faite maison, contient forcément des choses qui sont dégueulasses pour la faune et la flore, notamment le sucre et le sel, qui sont les ennemis de la nature. L'alcool et le lait ne sont pas toujours clean. Les pièces de monnaie vont libérer des métaux lourds. Tes cheveux sont colorés et c'est pas top pour la nature. Bref, l'eau. On sous-estime tellement la valeur de l'eau, la valeur incroyable de l'eau. On dit que l'or, le pétrole... Non, l'or, le pétrole, ça nourrit pas son homme. On s'en fout de l'or et du pétrole, l'eau. La ressource la plus importante, la plus précieuse, la plus fondamentale sur Terre, c'est l'eau. Pensez aux millions de gens qui n'ont pas accès à l'eau. Pensez à toutes les plantes qui meurent chaque année parce qu'elles ne sont pas arrosées. Pensez aux animaux qui meurent de soif. Pensez aux animaux qui élaborent des techniques extraordinaires pour récolter une pauvre goutte de rosée dans le désert pour pouvoir boire. Et vous vous rendrez compte que l'eau, c'est la meilleure offrande qu'on puisse faire à la nature. Vous allez en nature, l'eau. Prenez de l'eau avec vous. Prenez de l'eau et donnez de l'eau. Et donnez tout le temps de l'eau. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Je vais me donner quand même un autre conseil bonus, un petit dernier, hors collection, parce que ça, c'est un grand regret dans ma vie, je crois que c'est un des plus grands échecs de mon existence. Bébé moi, par pitié, ne regarde jamais le remake de Dangereuse Alliance. Tu vas perdre 1h30 de ta vie. Arrête ça tout de suite. Bref, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Peut-être que ce sont des choses que vous saviez déjà, peut-être que ce sont des choses que vous ne saviez pas déjà et que vous allez pouvoir intégrer ou pas à votre propre pratique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Et puis si vous m'avez aimé malgré tout et que vous aimez les gens qui mangent des radis dans le milieu ésotérique, pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne? C'est toujours agréable. Si vous voulez me soutenir plus activement, n'oubliez pas que j'ai un Ko-fi où vous pouvez me laisser un petit pourboire ou même carrément me rejoindre sur Patreon où je vous partage encore plus de contenu, un e-book d'une 100aine de pages tous les mois et 4 vidéos supplémentaires tous les mois également. Si jamais vous aimez m'écouter blablater, ça peut être intéressant. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Je vous remercie beaucoup de m'avoir visionné. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, chouchoutez-vous, mangez des radis, prenez un grand soin de vous et surtout, on n'oublie jamais, restez magique. Bye!